Décembre 2008, San Francisco. 3 jeunes gens s'installent avec leur ordinateur pour passer leurs slides dans les locaux de Y Combinator, l'école des startups de la Silicon Valley. Celle-là même qui inspire The Family dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Ce matin-là donc, Brian, Joe et Nat s'assoient devant Paul Graham et ses associés. Fébriles, ils présentent leur projet Air Bed and Breakfast, la location d'espace avec matelas pneumatiques chez des particuliers. Malgré les envolées lyriques de Brian Chesky, Paul Graham est plus que sceptique. Au moment de clore la présentation, sa décision est prise. Il n'acceptera pas dans sa promotion de start-up cette bande de luberlus. Il s'apprête alors à leur communiquer son refus quand Joe Gebbia plonge brutalement la main dans le gros sac de sport qu'il a emmené avec lui. Il en ressort triomphalement une boîte de céréales à l'effigie de Barack Obama. Ses copains sont furieux. Ils avaient discuté de l'idée en amont et avaient tranché. Quoi qu'il se passe, le coup des céréales, c'est non. Mais Joe a compris que Paul va les recaler. Alors il va au bout de son idée. La boîte à la main, il explique comment cette boîte et celle à l'effigie de John McCain leur ont permis de ramasser plus de 30 000 $, soit l'équivalent de 6 mois de financement. Paul s'arrête, d'abord agacé, puis fasciné par la détermination de ces 3 types. Il change d'avis. S'ils peuvent vendre des boîtes de céréales à 40 $ pièce, alors ils pourront vendre leur idée de matelas pneumatique à louer chez des particuliers. Cette histoire marque le départ d'une aventure et d'un concept que l'on connaît tous, Airbnb. Dans ce premier épisode, je vous parle de cette création difficile, de la croissance, mais aussi des premières difficultés qui ont failli tuer Airbnb dans l'œuf. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Broa, je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. Joe Gebbia et Brian Chesky sont étudiants à la Rhode Island School of Design, RISD, une des meilleures écoles de design aux États-Unis. Ils font connaissance lors d'un projet étudiant pour Conair, une société de sèche-cheveux. Lorsqu'ils présentent ensemble devant le jury leur projet, ils ont notamment les idées les plus décalées et les plus farfelues. Et c'est ce projet qui va initier leur envie de travailler ensemble. Comme le résume Brian, quand nous travaillons ensemble, Joe et moi, nos idées se multiplient, elles ne s'annulent pas. Gebbia aime tellement bosser avec Chesky qu'il lui fera cette confidence. Un jour, nous allons créer une entreprise et on publiera un livre sur nous. Vraiment, je pense qu'il ne s'était pas trompé. Diplômés en 2017, Joe et Brian s'installent en Californie, où ils commencent différents jobs. Mais c'est dur. C'est dur notamment pour Brian, qui voit le design comme une façon de transformer le monde, et au lieu de ça, il se tape 3 heures par jour de trajet pour faire du design industriel. Pendant ce temps, Joe lui demande de le rejoindre à San Francisco. Brian est à Los Angeles, pour créer ensemble une boîte. Chacune de leurs conversations se termine systématiquement par la phrase de Joe « Rejoins-moi pour créer une entreprise ». Au bout de quelques mois, Brian cède. Il largue sa petite amie, quitte son job, met ses maigres biens dans sa voiture et emménage dans l'appartement de Joe sur Rauch Street, un logement avec 3 chambres. Joe mène alors de front 2 activités, une activité de graphiste et une activité d'entrepreneur, avec des coussins qu'il dessine lui-même, des Crit Buns. Vous irez voir sur internet, c'est assez amusant. Buns, fesses, pour info. Mais les temps sont durs. Le colocataire de la 3e chambre part et Brian, sans emploi, n'a pas les moyens de payer le loyer. Loyer d'ailleurs qui dans la foulée est réévalué de 1 000 $ à 1 150 $. C'est la catastrophe. Le 22 septembre 2007, Joe Gebbia envoie alors un mail à Brian. L'objet de l'email est simplement « sous-loueur » et ne comporte qu'un seul paragraphe. Brian, j'ai pensé à un moyen de gagner un peu d'argent en transformant notre maison en chambre d'hôte pour designers et en offrant aux jeunes designers qui viennent en ville un endroit où dormir pendant les 4 jours de l'événement avec internet sans fil, un petit bureau, un matelas et le petit déjeuner chaque matin. Effectivement, ce mois de septembre se déroule la grande conférence, le congrès IDSA ICSID Connecting, l'un des plus grands événements de design industriel en Amérique du Nord.
San Francisco pourtant manque cruellement de lits. Joe vient de trouver un moyen simple de payer le loyer. Il demande alors à un développeur HTML de développer un site qui s'appelle Air Bed and Breakfast, le R pour rappeler les matelas pneumatiques posés dans le salon. Alors Airbnb au départ c'est Air Bed and Breakfast, ce qui veut dire en traduction littéraire matelas gonflable et petit déjeuner. Ça démarre en 2007 quand deux jeunes designers, Brian Chesky et Joe Gebbia, qui habitent à San Francisco, cherchent un moyen pour gagner un petit peu d'argent. Et peu avant une conférence de design dans leur ville, donc à San Francisco, ils réalisent que tous les hôtels sont pleins et qu'il y a beaucoup de participants qui cherchent encore des places. Alors, Ils offrent en sus du matelas le petit déjeuner et un kit de bienvenue. En quelques jours, 3 candidats se présentent. Ils gagnent alors 1 000 $ en un week-end, c'est-à-dire que c'était 4 jours, hein, avec ses 3 premiers clients. Malgré ce succès, cette idée reste une solution de fortune pour payer le loyer, garder la tête hors de l'eau et s'octroyer du temps pour réfléchir à la prochaine innovation. À aucun moment, il ne s'agit d'une idée de business pour eux. Fin 2007, ils sont toujours sans le sou, mais l'idée fait son chemin et Airbed and Breakfast les obsède. Quand les amis de Brian lui demandent ce qu'il fait ce Noël 2007, il dit qu'il est entrepreneur et sa mère répond non, non, Brian, tu es chômeur. Début 2008, il recontacte un ami de Joe, Nathan Blecharczyk. Nat, pour les intimes, est un excellent développeur, diplômé de Harvard qui, après avoir gagné de l'argent pour payer ses études avec des logiciels marketing, lance des projets d'entreprise. Sans succès pour l'instant. Maintenant qu'ils ont affiné leur projet et qu'ils veulent proposer de l'hébergement pendant les conférences, Nat est prête à s'impliquer. Pour travailler leur concept et créer leur marché, ils écument alors différentes conférences, dont South by Southwest, une conférence à Austin, au Texas, qui mélange musique et texte. C'est vraiment l'une des plus grandes conférences à l'époque. Et c'est lors de cette conférence qu'ils vont faire une rencontre qui sera déterminante. Mars 2008. Ils relancent leur site Airbed et testent leur concept pour la conférence South by Southwest. Ils ont en tout et pour tout 2 clients. Pourtant, d'autres personnes s'y intéressent et leur demandent s'ils sont présents dans d'autres villes. Mais non, pour l'instant, ils sont focalisés uniquement sur les villes avec des conférences. En attendant, c'est à South by Southwest qu'il faut une rencontre déterminante pour la suite. Une rencontre qui va transformer leur destin. Michael Seibel, Seibel. Entrepreneur, il a vendu sa précédente société à Amazon pour plus de 900 millions de dollars. Mais à 25 ans, il a peu d'expérience pour gérer une boîte et paradoxalement, même s'il a vendu sa société 900 millions de dollars, il se sent peu légitime. Il est donc vraiment très heureux quand 3 jeunes lui demandent des conseils. Et d'ailleurs, il vient juste de terminer Y Combinator, l'accélérateur de la Silicon Valley, et commence par leur présenter des investisseurs. En vain. L'idée semble trop bizarre, qui plus est portée par une équipe de designers. Cette équipe ne leur inspire pas vraiment confiance. Seibel pousse alors Brian et Joe à travailler d'arrache-pied et à se concentrer au maximum sur le produit. Produit. Il oblige les 2 associés à lui faire des retours hebdomadaires sur la progression de leur activité. 2008, c'est aussi l'année où Barack Obama est élu et les 2 amis profitent de la convention nationale démocrate à Denver pour relancer leur concept. Nouveau site de Airbed, le 3e. Alors ça, c'est une thématique qu'ils aiment bien, relancer régulièrement leur site. Et là, ils réussissent à avoir de la presse. TechCrunch, Politico, le New York Times, plus de 800 personnes réservent alors à cette occasion. Leur force, leur persévérance. Ils font tout pour décrocher la moindre parution dans la presse, harcèlent les journalistes et font jouer leurs relations. Mais encore une fois, à la fin de la convention démocrate, le pic d'activité s'effondre. Et fin d'été 2008, ils n'ont plus d'argent. Ils imaginent alors une idée totalement décalée pour se faire de l'argent. Créer des boîtes de céréales pour les candidats à la présidentielle. Les Obama O's et les Cap N McCain's. Ils écument les supermarchés de San Francisco pour trouver les céréales les moins chères et remplissent caddie après caddie jusqu'à totaliser 1000 boîtes à 4 $ pièce. Puis, créent les paquets avec un designer industriel spécialisé avant de les monter à la main dans la cuisine de la rue Roche Street. On peut y lire Hop in every bowl, dans l'espoir dans chaque bowl, sur celle dédiée à Obama, et A Maverick in every bite,
un anticonformiste dans chaque bouchée sur celle de McCain. Et ça marche. La presse s'empare de cette initiative et plus de 1000 boîtes de céréales partent au prix de $40 pièce. Ils font alors $30 000 de bénéfices en octobre 2008. All right, we'll get to this cereal. There were some folks who actually came up with these campaign cereals. It was during the Democratic and Republican conventions that we first heard from iReporters Joe Gebbia and Brian Chesky. They had created a website, airbedandbreakfast.com, to connect convention goers at both conventions looking for a cheap place to stay with residents who had space on their couch or an extra room. Well, now the team has made... Mais les temps sont durs pour les deux fondateurs. Nat, resté à Boston, s'est installé avec sa petite amie et les $30 000 s'épuisent rapidement entre voyages pour les conférences et dépenses en site web. 3 mois plus tard, il n'en reste plus rien. Chesky a perdu 10 kilos. Fauché, lui, Brian et Joe ne mangent que des restes de céréales desséchées pendant des mois. Et le tout sans lait. Ils n'ont même plus les moyens de s'offrir une brique. Novembre 2008, Seibel les invite à dîner avec un objectif, les pousser à candidater auprès de Y Combinator. Cette société à mi-chemin entre une école et un investisseur offre conseils et argent pour les jeunes pousses. Les 3 associés envoient donc leur candidature à Paul Graham, le boss de Y Combinator, et ce dernier accepte de les recevoir en entretien quelques semaines plus tard. Une rencontre qui va faire naître Airbnb, une rencontre qui va changer toute la trajectoire du projet, une rencontre qui aurait du mal se passer. Joe, Nat et Brian se préparent depuis quelques jours pour leur présentation devant Paul Graham. Michael Seibel leur met la pression car Y Combinator est aussi réputé que sélectif. Au dernier moment, Joe leur dit qu'il devrait parler des céréales, mais les 2 autres écartent son idée. Mais quel est l'intérêt ? Joe se résigne et accepte le point de vue des 2 autres. Les voilà donc en chemin vers San Francisco dans la Honda Civic de Brian en ce jour froid et ensoleillé de décembre 2008. Ils arrivent au siège de Y Combinator, sortent leur sac du coffre. Celui de Joe a l'air plus gros que les autres, mais personne n'y fait attention. Ils s'installent dans la salle de présentation et déroulent leur projet Airbed à Paul Graham et un second associé. Le rendez-vous ne se passe pas très bien, faut bien le dire. Graham n'est pas du tout convaincu par l'idée. Il s'énerve même à plusieurs reprises. Mais il se trouve des gens pour faire cela, mais pour quelle raison ? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez eux ? La présentation se termine sur les questions dubitatives de Paul Graham. Puis quand Brian ferme son ordinateur, Joe en profite pour plonger la main dans son sac de sport et il en sort une boîte de céréales, les Obama's O. Paul Graham le regarde stupéfait. Puis Joe se lance. Jusqu'ici, on a pu se financer en vendant des paquets de céréales brandés, achetés $4 et on les a revendus $40 pièce. Graham se rassoit. Il est pour la première fois impressionné par les 3 fondateurs. Incroyable, s'étonne-t-il, vous êtes comme des cafards, vous vous accrochez, vous ne voulez pas disparaître. Pourtant, rien n'est gagné. Graham leur signifie juste qu'ils recevront un appel pour leur confirmer ou pas leur intégration à l'école. Quelques semaines plus tard, juste avant Noël, ils reçoivent le fameux appel, ils sont acceptés chez Y Combinator. Le coup de génie a été d'amener les céréales, comme l'avoue quelques temps plus tard Graham à Chesky. Si vous parvenez à convaincre les consommateurs de débourser $40 pour une boîte de céréales qui en vaut 4, cela veut dire que vous pouvez persuader quelqu'un de dormir sur des matelas pneumatiques. Un dîner d'accueil le 6 mars marque le début de cette nouvelle aventure et Nat les rejoint à San Francisco dans l'appartement de Rose Street. Ils sont enfin réunis pour la première fois. Les 3 mois du programme chez Y Combinator sont intensifs. Joe, Nat et Brian concluent un pacte. Ils se donnent un maximum de chances pour réussir et pour cela, ils travaillent d'arrache-pied 7 jours sur 7 de 8h à minuit pendant ces 3 mois. Et ils ne font rien d'autre. Les $20 000 que Y Combinator verse au démarrage pour les startups est d'un grand secours pour eux, qui ont brûlé tout leur argent des céréales. Au-delà de l'argent, ce sont aussi les conseils et le soutien des mentors comme Paul Graham qui vont faire la différence. Il leur fixe un objectif d'ailleurs, Paul, pour le Demo Day, le fameux dernier jour du programme où les fondateurs pitchent leur projet devant des investisseurs. Celui d'être rentable. Puis quand Brian lui dit que la plupart de leurs clients sont basés à New York, il leur donne un conseil définitif. Ah donc, vous êtes à Mountain View alors que vos clients se trouvent à New York. C'est cela, confirme-t-il.
Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Leur lance Graham. Allez à New York, partez les rejoindre. Fin janvier 2009, Joe et Brian prennent donc l'avion pour New York. Il fait particulièrement froid à New York en ce mois de janvier 2009. Année record de froid 2009 pour beaucoup. Mais cette météo ne les décourage pas. Les voilà partis à la rencontre de leurs utilisateurs, faisant littéralement du porte-à-porte pour s'inviter chez les gens. En bon designer, ils s'intéressent à l'usage du produit, ils parlent et surtout écoutent leurs utilisateurs et s'assoient littéralement dans leur salon. À l'approche du Demo Day en mars 2009, les 3 fondateurs commencent à sentir un regain d'activité. Les chiffres décollent. Air Bed & Breakfast compte à ce moment-là 2500 annonces et plus de 10 000 utilisateurs. Les demandes de réservation grimpent jusqu'à 20 par jour. La guérilla marketing qu'ils appliquent activement avec la presse, les blogs, la distribution de prospectus commence à payer. Réservations et commissions perçues par Airbnb affluent. Quelques semaines plus tard, ils deviennent ce que Graham appelle « ramen rentable ». Ils peuvent maintenant se payer des nouilles. L'objectif du Demo Day est atteint, $1000 de recettes par semaine. En avril 2009, après le Demo Day, ils rencontrent un associé de Sequoia, un fonds d'investissement de la Silicon Valley. Greg McAdoo est intéressé par le concept de bâtir une communauté d'hôtes. Il décide, avec l'aide d'un autre fonds, d'investir $615 000 pour une valorisation de Airbnb de $2,4 millions. Je peux vous dire que cet investissement initial de Sequoia et du deuxième fonds va vite donner des petits quand on sait qu'aujourd'hui la valorisation est de 30 milliards pour info. Dans le même temps, il change de nom et lâche le Air Bed & Breakfast pour un nom beaucoup plus court, Airbnb. Les années à manger des céréales desséchées sont derrière eux. En août 2009, Chesky décide de passer plusieurs semaines à vivre dans divers logements Airbnb afin de mieux comprendre la croissance de son entreprise. D'ailleurs, le nombre d'hôtes et d'invités augmente lentement, mais pour une raison quelconque, les annonces d'Airbnb à New York ne sont pas aussi performantes. Pour en savoir plus sur le problème, les 2 fondateurs réservent des séjours chez 24 hôtes de la ville. La plupart des hôtes décrivent correctement leur logement aux clients potentiels, mais les images des annonces sont de très mauvaise qualité, pour beaucoup prises avec leur téléphone portable. Imaginez en 2009, pour les moins jeunes. Du coup, Brian et Joe louent un appareil photo à $5 000 et font eux-mêmes toutes les photos pour leurs hôtes à New York pendant de nombreuses semaines. En l'espace de quelques semaines, les revenus des hôtes à New York doublent. Ils appliqueront d'ailleurs cette stratégie pendant de nombreuses années avec une armée de photographes et comptent jusqu'à 2000 photographes indépendants en 2012. Ils font tout à la main. Et ce travail individuel et artisanal des fondateurs d'Airbnb inspireront à Paul Graham un célèbre article « Do things that don't scale », autrement dit, avant de commencer gros, commencez petit, en faisant des choses par vous-même que vous ferez évoluer. « Do things that don't scale ». L'article, vous le trouvez d'ailleurs sur Google. Si vous avez le temps de le lire, il est vraiment intéressant. Pour continuer à grossir, ils vont aller encore plus loin, en hackant le bon coin local Craigslist, la plateforme sur laquelle sont diffusées la plupart des annonces de logements aux États-Unis. Nat, le geek de la bande, crée un logiciel qui copie l'URL des annonces sur Craigslist et permet aux personnes qui postent leurs annonces de poster simultanément sur Craigslist et sur Airbnb. C'est un double hack puisqu'ils vont à la fois envoyer un mail aux autres et envoyer un mail aux gens qui postulent. C'est terrible. C'était une zone grise, ils avaient entre guillemets l'autorisation. Étant donné que la grande majorité des annonces d'Airbnb comportent d'ailleurs de superbes images, les gens voient de meilleures performances sur Airbnb et petit à petit, la plateforme est adoptée. Les résultats ne se font pas attendre et trafic et annonces doublent en peu de temps. Après la levée de fonds et le travail pour acquérir des hôtes, Brian, Joe et Nat semblent enfin avoir passé le plus dur. Après des mois à manger des céréales, à essayer de convertir des utilisateurs ou à convaincre des investisseurs, ils peuvent enfin souffler. Mais ennui et difficultés en fait ne font que commencer. De nombreuses batailles les attendent. Ils doivent maintenant construire une entreprise et poser une stratégie. Ils doivent continuer à grossir, ils doivent recruter et enfin, ils doivent affronter ville, haute mécontents et parfois bien plus. Merci d'avoir écouté l'apprenti et je vous le redis, car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi.
Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez, laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode.